rien ne se cache derrière l'école normale. Et c'est vraiment le message qu'on voudrait faire passer, rien ne se cache derrière l'école normale. C'est pour ça qu'on a fait la Nuit des sciences, qui fait qu'on ouvre l'école normale à un public. 3000 personnes sont venues pendant toute une nuit découvrir tout ce qui se passe dans l'école normale. C'est justement montrer nos laboratoires, montrer nos dispositifs d'insertion, montrer les débouchés, montrer notre rôle dans la société finalement. Et dans ce webchat, ce que nous voulions montrer, c'est la vision qu'avaient des normaliens ou des anciens normaliens assez jeunes, leur expérience avant d'entrer à l'école, qui s'est passé un peu le concours, les classes préparatoires ou l'université, suivant les modes de recrutement. Qu'est-ce qu'on faisait à l'école? À l'école, on fait des choses passionnantes, on voit des disciplines différentes, on a une vie étudiante très très importante, on est au centre du quartier latin avec du théâtre, du cinéma, ça peut être du jeu de Go, on a pas mal parlé du jeu de Go ces derniers temps pour d'autres raisons que le jeu lui-même. Et puis, le plus important, qu'est-ce qu'on y fait après? Parce qu'une école, c'est bien d'y rentrer, mais avant tout, il faut en sortir. Et donc, la diversité des débouchés, avec des visions de gens qui sont très très proches d'embrasser finalement des carrières académiques, des gens qui viennent de monter une start-up, cette diversité, ce bouillonnement qui règne à l'école. Et on voulait le montrer par justement les jeunes qui font justement une école. Une école, c'est fait par et pour des jeunes. On l'a destiné évidemment à de futurs candidats aux divers modes de recrutement de l'école pour qu'ils puissent poser eux-mêmes leurs questions, interagir avec l'école. Également toutes les personnes qui gravitent, si je peux m'exprimer ainsi, autour de ces étudiants, les parents, les professeurs. Bonsoir et bienvenue au webchat de l'ENS Ulm, concours sciences. Je m'appelle Oriane et je suis ancienne élève de l'ENS et je serai pour ce soir votre modératrice et animatrice. Et je suis en présence ici de Christian Lorenzi, directeur des études sciences de l'ENS. Tout à fait, je suis professeur en sciences cognitives ici à l'école et également directeur des études scientifiques. Donc ce soir, vous allez avoir l'occasion de poser vos questions en direct sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Et nos invités vont pouvoir répondre à vos questions directement également. La soirée va se composer donc de 3 parties, 3 volets, avec des questions spécifiques pour chaque partie. Première partie, comment rentrer à l'ENS? Deuxième partie, que fait-on à l'ENS? Donc ça sera autour de la scolarité. Et troisième partie, que fait-on après l'ENS? On va parler des débouchés. Bonsoir pour ce premier volet, bienvenue. Donc on va commencer avec comment rentrer à l'ENS, qui est donc la première partie. Et peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter, chacun à tour de rôle. Très bien, donc je suis Claire Vaux, je suis actuellement doctorante au département de géosciences de l'ENS et j'ai intégré la promotion 2013 à l'ENS. D'accord. Bonjour, je m'appelle Cécile et je suis entrée cette année sur le concours des classes préparatoires à l'ENS et je suis en première année au département de maths. D'accord. Merci. Donc, moi, vous me connaissez, je suis le directeur des études scientifiques à l'école, Christian Lorenzi. Jean-François Allemand, je suis professeur au département de physique et je me suis occupé des concours pendant un certain temps. Bonsoir, moi c'est Stéphane Ascolier, je suis entré il y a 2 ans sur le concours PC et je suis en physique. D'accord, ok. Peut-être, Monsieur Lorenzi, vous pouvez brièvement résumer les différentes voies d'entrée à l'ENS? Oui, donc à l'école normale, il y a 3 voies d'accès, 3 concours. Le concours destiné aux élèves des classes préparatoires, pour lequel on ouvre cette année par exemple 95 postes en sciences. Le concours destiné aux étudiants, pour lequel on ouvre chaque année en sciences 65 postes. Et ce qu'on appelle le concours de la sélection internationale, pour lequel en sciences on ouvre 10 postes et qui sont destinés à des étudiants étrangers. D'accord. Et donc j'ai quelques questions ici. Et par exemple, je me pose cette question, est-ce qu'on peut postuler pour plusieurs départements quand on rentre à l'ENS? Alors, moi
Moi, sur mon expérience, quand on rentre par le plus proche du micro. Quand on rentre par le concours sur CPGE, on postule dans un concours, mais une fois qu'on rentre à l'école, on a 3 semaines de conférences pendant lesquelles tous les départements nous sont présentés. On peut vraiment choisir dans lequel on va aller étudier, sachant bien sûr que s'il y a quelque chose d'un peu compliqué qui se passe, par exemple qu'on veut aller, je sais pas, de biologie à mathématiques et qu'on n'est pas sûr d'avoir tous les prérequis nécessaires, on peut discuter avec les différents professeurs pour voir si on va réussir à suivre. Et chaque attribution à un département se fait vraiment au cas par cas, et donc on peut comme ça suivre le projet qui nous intéresse. Ouais, pour moi, si je devais donner un mot d'ordre, au-delà de l'interdisciplinarité, c'est plutôt la liberté, c'est-à-dire que effectivement, on a un département de rattachement, on en a même un secondaire, on peut avoir un deuxième département de rattachement, il me semble, mais on est complètement libre de suivre les cours qu'on veut. Donc, par exemple, moi, en physique, j'ai pu suivre des cours d'économie, des cours au département d'histoire et théorie des arts. On est complètement libre. J'ai une petite question sur la sélection sur dossier. Est-ce qu'il y a un nombre limité de places par département? Alors non, donc chaque année on recrute 65 normaliens étudiants en sciences. Le concours est organisé par les départements. Donc pour le coup, là, il y a une organisation par discipline, mais il n'y a pas de quota par département. On ne fixe pas a priori le nombre d'étudiants recrutés par département. Ça va être en fonction de la qualité des recrutements. Juste pour préciser cela, quand j'ai parlé des 3 voies d'accès, les 3 concours élèves, concours étudiants et le concours de la sélection internationale, il ne faut pas oublier également ce qu'on appelle la voie médecine-sciences, pour laquelle on offre 10 places, 10 bourses qui correspondent à un statut normalien étudiant. D'accord, est-ce que vous voulez rajouter des choses? Oui. C'est plus de manière générale pour dire comment se déroule la sélection. Venant du département de géosciences et ayant été admise sur dossier, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est déposer un dossier. Donc, il faut se renseigner sur le site de chaque département. Il y a un dossier d'inscription que l'on doit remplir. Ce dossier est différent pour chaque département? Il est très équivalent de toute façon. Ça ne doit pas changer beaucoup en tout cas. Une fois qu'on a été sélectionné sur dossier, ensuite on est convoqué pour un entretien oral qui dure en tout cas pour le département de géosciences, il dure environ 1 heure, durant lequel il faut présenter un thème de recherche, et ensuite les examinateurs poseront des questions d'ordre général sur ce sujet, mais aussi essaieront de tester les motivations de l'élève, du candidat, pour voir s'il est vraiment motivé par la recherche. Et moi, j'ai une petite question sur ça. Est-ce que dans cet oral, on doit parler de son parcours, de ses études avant, ou est-ce que c'est vraiment sur le projet de recherche? C'est plutôt sur le projet de recherche. Après, c'est une discussion qui est assez libre, et donc déjà au départ, on peut tout de même se présenter et donc dire d'où on vient, quel a été notre parcours, et surtout pourquoi est-ce qu'on postule. Donc c'est aussi un moment où on doit montrer nos motivations, en fait. Pourquoi est-ce que vraiment on a envie de rentrer à l'ENS? Ok. Donc, juste rappelle qu'il y a 7 départements scientifiques à l'école normale, les grands classiques, maths, physique, chimie, info, bio, mais également géosciences et sciences cognitives. J'ai une autre question qui arrive là. C'est peut-on changer de majeur au cours de notre scolarité? Alors, oui, effectivement, il y aurait même une incitation, une tendance à vous pousser à aller regarder un peu ailleurs. Effectivement, il y a des pipelines comme ça, en fonction du concours, de la filière, on va se destiner à une discipline et à un département, mais au gré de la scolarité, en 2e ou en 3e année, avec l'accord des 2 tuteurs, des directeurs des études des départements respectifs, on peut basculer et aller vers une autre majeure. On voit des couplages assez classiques, passer des maths à l'info, mais on peut voir des choses originales, passer de la biologie aux sciences cognitives par exemple. Pour un élève en MP option info, comment choisir en fait entre passer le concours MPI et passer le concours en MP? C'est un choix qui est uniquement lié aux attributions des coefficients pour les différentes épreuves. C'est-à-dire que c'est 2 options qu'on choisit entre est-ce qu'on veut plus savoir de la physique ou plus savoir de l'info au concours. Donc c'est vraiment quelque chose qui se voit au cas par cas. Il faut juste bien être informé sur le fait que ça compte vraiment beaucoup, et pas se retrouver coincé au dernier moment en se rendant compte qu'on a un oral d'info qu'on n'a pas travaillé. Mais... Et vous, par exemple, vous avez passé quel concours?
Moi, j'ai passé le concours MP pour l'ENS Ulm et le concours MPI pour les autres ENS, mais j'ai vraiment choisi au hasard. D'accord. Et votre expérience? Moi, je peux peut-être rebondir là-dessus. Enfin, moi, j'ai passé le concours PC, mais alors c'est pas séparé, mais nous, on a option chimie et option physique dans notre concours. Et j'ai pas mal hésité entre les deux. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, peut-être que certains se la posent. Est-ce que ça force le choix physique-chimie quand on entre à Ulm? Non, ça c'est pas le cas. Donc, évidemment, après, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais pour ce qui est de choisir l'option au concours physique-chimie, c'est vraiment en fonction de là où vous vous sentez le meilleur, le plus à l'aise. Voilà. Aussi, éventuellement, enfin, moi, j'ai choisi en fonction du fait qu'en chimie, j'avais un excellent prof. Donc, je me suis dit, voilà, ça valait plus le coup de le passer en chimie. Une question un petit peu plus précise là, c'est comment se préparer à l'épreuve TIPE du concours, en fait, qui est une épreuve spécifique à l'ENS. Est-ce que vous avez cette réponse-là? Alors, moi, je veux bien donner mon témoignage. Alors, déjà, il faut savoir que donc, en tout cas en PC, il y a la partie TUPE du Tétra concours qui est différente qu'à l'ENS. Donc à l'ENS, c'est une épreuve où on a une présentation orale de notre sujet qui est assez aboutie parce qu'en fait on a plus de temps que pendant le Tétra concours. Et en particulier, on envoie notre dossier, donc un PDF voilà, avec tout ce qu'on a fait pendant notre TIPE, qui doit faire, je crois, 40 pages, quelque chose comme ça. Donc on a beaucoup plus de choses à dire qu'au Tétra concours où il faut beaucoup résumer. Moi, ce qui est un peu frustrant souvent parce qu'on est obligé d'élaguer les choses les plus intéressantes qu'on a faites. Et donc pour l'épreuve de l'ENS, ben voilà, il faut vraiment entrer en détail dans les choses. Et moi particulièrement, ce que j'ai trouvé utile, c'est vraiment de connaître son sujet sur le plan théorique en tout cas, très précisément, parce que forcément l'interrogateur va avoir des questions, il va pas tout comprendre, et il faudra être très au point sur les explications, sinon voilà, ça peut être compliqué. Vous voulez réagir? Oui, juste simplement un complément. Il y a une tendance pour les gens qui sont dans les classes préparatoires au voisinage d'université, aller dans les laboratoires et s'imaginer que les derniers sujets à la pointe en recherche sont ce qu'il faut présenter en TIPE. Non. Le P de TIPE, l'aspect personnel est important et on attend des étudiants qui travaillent bien leur sujet, qu'ils maîtrisent les sujets, même si ce ne sont pas des choses qui sont super modernes. On attend quelque chose de personnel. Donc le fait d'aller dans un laboratoire et emprunter des choses à des chercheurs sans maîtriser tout ce qui est présenté n'est pas la bonne solution. Donc là-dessus, il faut être très prudent parce que c'est un piège dans lequel certains tombent. En se disant on va planer très haut et ça n'est pas forcément ce qui est recherché. On veut quelque chose de personnel, d'approfondi, comme ça a été signalé par Stéphane, mais de personnel. Après, je veux peut-être juste rassurer les candidats qui passent le concours sur la voie MP. On peut aussi faire un TIPE de maths pour l'ENS. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de redémontrer des conjectures qui sont encore ouvertes. Ce serait trop compliqué. Le fait de lire un travail qui a été déjà fait et de savoir le réexposer clairement, peut-être en réagençant les choses, c'est aussi très apprécié. Et bien sûr, il est aussi possible, c'est plus rare, mais certaines personnes le font, de prendre un problème qui peut paraître plus simple comme ça et d'essayer de travailler personnellement dessus. Après, c'est risqué parce qu'en prépa, on n'a pas forcément non plus le temps de se consacrer entièrement à un petit travail de recherche comme ça, mais les deux voies sont possibles et il faut en tenir compte aussi. D'accord. J'en profite aussi pour glisser une information. Donc, vous connaissez les grandes filières, MPI, Info, PC, BC, PST. La nouveauté cette année, c'est que l'École normale supérieure Ulm ouvre un concours PSI avec 5 places. Voilà. D'accord. J'ai une autre question. Quelle est la différence entre le statut de normalien élève et le statut de normalien étudiant ? Alors, étant normalienne étudiante... D'ailleurs, on peut faire peut-être un petit sondage. Qui est normalien étudiant? Ou qui a été normalien étudiant? Élève? Voilà, 50%. Donc la grosse différence, c'est l'entrée, c'est la méthode d'entrée. Donc les élèves normaliens sont rentrés sur concours, tandis que les étudiants normaliens sont rentrés sur dossier. Concrètement, tous les jours, ça ne change rien. On suit exactement les mêmes cours, on a les mêmes partiels, on est vu de la même façon au niveau des profs. C'est pas écrit, on n'a pas une petite étiquette marquée. Non, j'insiste là-dessus. Les enseignants ne savent pas qui est étudiant ou enfin qui est payé ou n'est pas payé. C'est globalement la principale différence. Voilà, c'est la seule différence finalement. C'est savoir si on est subventionné. La scolarité se déroule sur le même nombre d'années?
Effectivement, le normalien élève fonctionnaire stagiaire, issu des concours des classes prépa, a cette 4e cartouche financée qui lui permet d'utiliser cette 4e année pour faire des stages, parfois commencer un travail de recherche ou aller à l'étranger ou réaliser un autre master. Mais à nouveau, je crois que la réponse est la bonne. Il y a un seul statut, c'est le statut de normalien qui se décline ensuite en statut d'élève et d'étudiant, et tous suivent la même scolarité, le même diplôme, bénéficient du même tutorat, du même dispositif de tutorat, l'accès aux turnes, aux chambres. La différence, c'est ce qu'a dit Jean-François, c'est le salaire. Quand on est normalien, élève, fonctionnaire, stagiaire, on a un salaire, mais aussi un engagement décennal, on doit 10 ans à l'État. Et quand on est normalien étudiant, on n'a pas ce salaire. Peut-être un dernier élément, mais ça c'est plus du détail. Il y a la possibilité d'organiser l'allocation de thèse qui sont réservées aux normaliens élèves, qui n'est pas pour les normaliens étudiants. Je pense que c'est à peu près les 2 seules différences actuellement. Peut-être je peux donner mon témoignage, c'est que j'ai un ami très proche qui est étudiant, et il se trouve qui vient de MP et qui a hésité longuement entre Centrale Paris où il était admis et l'ENS. Et je donne cet exemple pour illustrer un peu le fait que je pense qu'on ne parle pas assez de cette voie entrée sur dossier à l'ENS, parce que quand on veut faire de la recherche, moi je pense qu'il vaut beaucoup mieux prendre l'ENS sur dossier qu'aller à contre-cœur dans une école d'ingé où on n'est pas sûr de vouloir. Moi, il se trouve que vu qu'on m'en a pas assez parlé, je pense que si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être pris Centrale Paris, alors que maintenant je me rends compte que j'aurais aucun regret à avoir pris l'ENS sur dossier. On n'en parle pas assez, je pense. Et du coup, quand on est étudiant en CPGE, on peut postuler pour cette procédure de recrutement étudiant. Tout à fait, et je dirais même que les 2 concours sont découplés, donc ça peut être 2 candidatures en parallèle qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On peut se préoccuper de remplir les petites cases pour classer ces écoles d'ingénieurs pour les parties scientifiques en fin d'année, et c'est découplé de cette admission qui se passe sur un dossier. D'accord. J'ai une question maintenant pour la sélection internationale. Est-ce que en fait, la sélection internationale se fait en français ou en anglais? Donc les épreuves peuvent se passer en français ou en anglais, c'est à la demande, en fonction de ce que désire l'étudiant, effectivement. D'accord. Et est-ce qu'il y a un certain niveau d'anglais qui est requis en fait à l'entrée à l'ENS? J'ai l'impression que non. En tout cas, dans notre promo, par exemple, en maths, il y a un étudiant ukrainien qui suit les cours et il est arrivé sans savoir parler le français. Il a été formé en français, il a des cours à l'ENS et il s'en sort très bien pour suivre les maths. Pendant le dispositif de rentrée qui dure 3 semaines, comme ça a été dit, nous offrons des cours de français langue étrangère intensifs et également on permet d'installer les élèves à Paris en leur faisant visiter la ville, etc. Bon c'est la fin du coup de ce premier volet sur comment rentrer à l'ENS et on va poursuivre tout de suite avec un deuxième volet sur que fait-on à l'ENS en fait, sur la scolarité. Dans le décret fondateur d'octobre 1794, l'idée de départ, c'est qu'ils arrivent de partout, ils soient formés au plus haut niveau et ils repartent partout. Donc ça, c'est exactement le mouvement de va-et-vient fondamental qui a présidé à l'école normale il y a 220 ans. Découvrir l'école aujourd'hui, c'est découvrir un monde extraordinairement varié dans les sciences humaines et sociales, dans les humanités. Il y a, je crois, des ENS, c'est-à-dire il y a des laboratoires où se passent des choses très très étranges avec énormément de matériel. Il y a des salles, même dans leur hostilité, qui se trouvent au sous-sol, qui ont un certain charme par ce qui s'y passe, c'est-à-dire des représentations de danse, de théâtre. Il y a des grands amphis, des petits amphis, et tout ça finalement sur un périmètre qui est assez serré, dans ce qui est quand même un des plus merveilleux lieux de Paris, la montagne Sainte-Geneviève. L'esprit de l'école, pour moi, comme pour beaucoup de gens, je pense que c'est peut-être quand même la cour aux Ernest, le portail d'entrée avec son inscription républicaine. Puis il y a aussi le lieu de l'ancienne infirmerie. Maintenant, c'est le département de philosophie qui occupe ce lieu, donc il ne faut y voir aucune ironie. Pour toute personne qui découvre l'école, la bibliothèque reste un des poumons de l'école, un des lieux où on rencontre la communauté. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de production du savoir, un vrai laboratoire de recherche, encore aujourd'hui. Les universités tendent à être de plus en plus grandes.
Alors que l'ENS, ça reste une maison assez familiale, il y a assez peu de gens et donc il y a des vrais échanges à l'interface de plusieurs disciplines. Un élément important pour moi à l'école, c'est la multidisciplinarité. C'est très important pour les géosciences, pour les sciences de la planète, parce que chez nous, dans notre département, nous avons des gens qui font ce qu'on appelle de la biogéochimie. Alors on ne sait plus s'ils sont des géologues, s'ils sont des biologistes ou des chimistes, et c'est pas grave. L'originalité de l'école depuis sa création a été d'unir des scientifiques et des littéraires, et puis après des gens qui s'intéressaient aussi à autre chose, dans une même école. Les passerelles existent, l'intérêt des uns pour les autres existe. Ce qui est important pour nos élèves, nos étudiants, c'est d'appartenir à une même génération. Il est évidemment très important qu'on se retrouve tous ensemble. En fait, si aujourd'hui on voit des philosophes collaborer avec des neuroscientifiques, c'est grâce à cette implantation rue Dune. Alors si un élève ou un étudiant arrive, je lui conseillerais d'explorer tous les aspects de l'école, donc de tirer profit effectivement de cette interdisciplinarité. Je lui conseillerais aussi de sortir de l'école. Paris est une ville qui est extraordinaire à la fois d'un point de vue culturel, scientifique. Et puis être à Paris, c'est extrêmement attractif pour nos collègues et ça favorise les échanges avec nos collègues étrangers. La formation qu'on offre ici, c'est une formation par la recherche, pour la recherche, avec la possibilité évidemment de débouchés très différents. Et les étudiants sont en permanence mélangés avec les chercheurs et ont accès en fait aux expériences que l'on fait quotidiennement ici. L'école a beaucoup évolué ces dernières années. C'est devenu maintenant un grand centre de recherche qui rivalise avec les meilleures universités mondiales. En même temps, l'école s'ancre dans un certain nombre de traditions qui font sa force. En particulier, on réunit sur ce site, ici, un petit nombre d'étudiants absolument hors du commun, dans toutes les disciplines littéraires, scientifiques. Et ces étudiants apprennent, travaillent ensemble, au contact des meilleurs chercheurs. Et c'est ça l'alchimie qui fait la beauté de l'école normale supérieure et son caractère unique. L'ENS, c'est une école de la République, donc il y a une vraie relation aux valeurs de laïcité, de service public, de gratuité, de fraternité. Je crois que ce sont des valeurs très fortes pour l'ENS. Donc moi j'étais la provinciale qui débarquait voilà, à Paris avec mon accent, enfin j'étais vraiment, je suis montée à Paris et c'est vrai que justement l'école m'a donné la possibilité de faire ce que j'aurais jamais pu faire ailleurs. Pour moi ce franchissement de la grille, il est symbolique. Mais il dit aussi que dans cette école, ce qu'on appelle la méritocratie républicaine, ça a encore un sens. On ne s'est pas occupé de mes origines, on ne s'est pas occupé d'où je venais, de qui j'étais. On m'a dit, bah voilà, travaille et tu peux rentrer. Parmi les jeunes étudiants qui sont là à l'école, il y a certainement des Jaurès, des Sartre, des Kastler, des Villani. Ce que je dis toujours aux nouveaux arrivants, c'est de se projeter vers le futur et construire leur propre programme, leur propre sujet, trouver leur propre domaine de réflexion et de recherche. Les anciens ont montré la voie, il faut s'inscrire dans leur pas. Nous avons un passé glorieux avec les prix Nobel en littérature, les médailles Fields en mathématiques et au département de physique, 3 prix Nobel depuis la guerre. Mais évidemment, nous nous tournons vers l'avenir qui est la vocation même d'un établissement de recherche et d'enseignement. Et d'ailleurs, vous voyez que nous préparons le futur des générations qui feront leurs travaux de recherche et qui enseignent et qui apprendront ici. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'école normale. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'école normale supérieure. Bienvenue à l'ENS. 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 De nouveau, bienvenue au webchat de l'ENS Concours Sciences. On est bientôt, donc on est au deuxième volet de ce webchat avec comme focus maintenant, que fait-on à l'ENS? C'est-à-dire qu'on va parler de la scolarité. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter et de parler un peu du coup de votre scolarité. Alors bonjour, je suis Emmanuel Faure, je suis entré en 2013 au département de biologie sur concours. Et depuis, je suis entré en double diplôme avec AgroParisTech, une école d'ingénieurs d'agronomie, d'environnement et de sciences du vivant. Et donc là, je suis en année de stage long entre mes 2 années à AgroParisTech, en ce moment en stage au ministère de l'Environnement. Bonsoir, alors moi je suis Clara Marino, je suis en biologie à l'ENS en 2e année, donc je suis rentrée l'année dernière sur concours. Et je suis aussi la présidente du COF, qui est le bureau des élèves de l'ENS. Donc en parallèle avec ma scolarité, j'ai aussi une
une activité un petit peu extrascolaire, on va dire. Moi, je suis toujours le directeur des études scientifiques de l'école, ça bouge pas. Bonsoir, donc moi je suis Nicolas Curien, je suis un ancien élève, très ancien quand j'entends les dates 2005, promo 2005. Vous voulez que on parle du cursus maintenant ou... Bah ouais. Donc en 2000, oui, donc 2005, c'est ça. En fait, pendant toute ma scolarité, même pour rentrer à l'ENS, le maître mot pour moi, dans mon cas, c'était l'hésitation parce que mais attendez, je termine. Hein. Donc l'hésitation, c'est-à-dire que même à l'entrée de l'école, comme beaucoup, j'hésitais entre l'école concurrente et l'ENS, pour ne pas la citer, celle qui est sur le plateau de Saclay. Et donc hésitation entre les deux. Finalement, j'ai choisi l'ENS en ne le regrettant absolument pas. Après, lors des... donc c'était en 2005, mais je pense que c'est encore le cas maintenant. Donc quand il fallait choisir entre les maths et la physique, hésitation, encore à nouveau, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? La solution parfaite à l'ENS, on peut faire les deux. Donc on suit un petit peu de physique, un petit peu de maths, ça permet de se dire finalement on va faire des maths. Et après, à nouveau hésitation, quand on se dit qu'est-ce qu'on va faire à la sortie de l'ENS, peut-être que... On en parlera au troisième volet. Mais peut-être que M. Lorenzi peut présenter en fait la scolarité à l'ENS. Oui, donc effectivement, comme pour tout établissement d'enseignement, il y a un point d'entrée, c'était les concours, puis il y a un point de sortie, c'est le diplôme que fournit l'école. C'est un diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche de grade master, qui est effectué par tous les normaliens, élèves comme étudiants, en 3 ans. Donc les élèves ont 7 cartouches supplémentaires cette année supplémentaire pour ajouter des choses. Donc le diplôme de l'école va organiser cette scolarité au sein d'un département. Et les traits, les quatre traits principaux de ce diplôme, de cette formation à l'école, c'est une formation par la recherche, puisque très vite, très tôt, les normaliens, normaliennes vont être envoyés en stage dans des laboratoires, dans des équipes d'accueil, première année, deuxième année dans le stage long du deuxième semestre, troisième année stage long du deuxième semestre, et c'est très fréquent que les normaliens, normaliennes rajoutent à cela d'autres stages de recherche, parfois pendant les années de césure. Donc ça, c'est le premier trait, formation par la recherche. Deuxième trait, c'est une formation pluridisciplinaire. On a la chance d'avoir 7 départements scientifiques, 8 départements littéraires, donc c'est une école équilibrée, sciences et lettres, et les normaliens, bien sûr, circulent et vont piocher au gré de leurs 3 ou 4 années de formation des cours, des enseignements dans tous ces départements. Et quand on les diplôme, eh bien, c'est extrêmement original parce qu'il n'y a pas un programme d'études identique à un autre et ils panachent allègrement les grandes disciplines classiques en sciences, mais aussi avec de l'éco, de la philo, des sciences de l'Antiquité, etc., des langues. Donc formation pluridisciplinaire, une formation à l'international, car en deuxième semestre de deuxième année, tous les normaliens normaliennes vont obligatoirement à l'étranger, à l'exception de ceux qui viennent vers nous depuis l'étranger, ceux de la sélection internationale. Donc là, un stage long à l'étranger, et souvent les normaliens normaliennes rajoutent un autre stage à l'étranger, court ou long, dans leur formation. Après, il y a une volonté d'ouverture, on pousse nos normaliens aussi à aller réaliser des expériences hors les murs, en entreprise, en ONG, en administration ou en lycée, selon le goût, selon le projet. Donc après, la scolarité, c'est aussi une vie communautaire, on vit ensemble grâce au système de Turne. Hein, les étudiants, les élèves rentrent dans l'école, ils s'approprient les murs, ils sont à eux, donc c'est eux qui le font vivre. Et je crois que ça amène à la question de la vie étudiante, j'imagine, naturellement. Mais je voudrais d'abord poser une question, c'est est-ce que on peut vraiment suivre et se former dans 2 disciplines, dans plusieurs disciplines à l'ENS? Quelle est votre expérience en fait de cette scolarité double Alors en termes de scolarité double, je pense qu'on peut au moins mentionner l'existence des mineurs, en plus des majeurs, donc les départements de rattachement. Je prends l'exemple d'un élève au département de biologie, il est encouragé, s'il est intéressé par l'écologie, donc les sciences d'interaction entre les êtres vivants, des cours au Centre d'études de recherche sur l'environnement et la société, donc, qui est un des départements aussi de l'ENS, et de faire une mineure dite environnement en suivant des cours totalisant un certain nombre de crédits d'enseignement au cours de sa scolarité. Et ce, dans d'autres départements, bien sûr, quel que soit le département de rattachement, avec cette possibilité de mettre une mineure qui sera reconnue, il me semble, sur le diplôme de l'ENS, donc qui est valorisée quand on totalise un certain nombre de cours dans un autre département, sachant qu'on peut aussi complètement panacher les cours et les suivre dans des départements littéraires, comme il a été dit, et on y est encouragé. Il y a également des doubles licences. La première année, il y a des couplages qui demandent pas mal de boulot, maths, physique,
etc., qui permettent également, pendant la première année tout au moins, d'acquérir en parallèle une double formation. D'accord. Et les années de césure, est-ce que ça peut permettre justement de panacher un peu sa scolarité avec une deuxième discipline ? Effectivement, les emplois du temps souvent sont assez rigides, donc c'est pas facile de pouvoir mener 2 formations en simultané. Et les 2 années de césure auxquelles les normaliens et normaliennes ont droit, eh bien, permettent d'aménager un deuxième L3, un deuxième M2 et d'aller effectivement de rajouter à sa formation principale un socle de compétences disciplinaires fort en physique par exemple, une deuxième formation en biologie. Et je crois que les normaliens ont sonné pour voir quels sont les métiers à l'interface de disciplines qui sont amenés à se développer bientôt. Est-ce que vous avez fait ça, une année de césure ou 2 années de césure? Pas encore? Oui. Juste pour dire, l'arithmétique, on a 4 ans à l'école normale. Et normalement, il faut à peu près 2 voire 3 ans pour faire un Master 2. Donc la 4e année peut servir à plusieurs choses, soit à avoir une deuxième corde à son arc, un deuxième M2, ou soit faire une mineure, ou soit même commencer une thèse qui est très confortable en fait. Par rapport à la plupart des écoles d'ingénieurs qui ont 3 ans, le fait d'en avoir 4, c'est une grande force. D'accord. J'ai une question qui m'arrive là sur Facebook, et d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez vraiment participer, poser vos questions sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Et donc la question c'est effectivement, est-ce que l'ENS offre la possibilité de suivre une partie de son cursus donc dans une université étrangère? Alors si, quand on dit étrangère, on dit dans un pays autre, oui, c'est possible. Par exemple, en bio, il y a la possibilité d'aller dans l'université d'Arizona pour suivre un cursus, alors c'est surtout en écologie, où ils sont très spécialisés là-bas dans des techniques que nous, on n'a pas forcément encore, ou dans des manières d'enseigner qui sont un peu différentes des nôtres. Et on a un échange actuellement qui fonctionne dans le sens inverse, c'est-à-dire que des étudiants viennent chez nous pour suivre nos cours. Et l'année prochaine, ce sera l'inverse, c'est-à-dire que les étudiants de biologie pourront aller en Arizona pour passer un semestre entier à l'étranger qui correspond au semestre de master, par exemple. Est-ce que vous trouvez une richesse justement dans ce fait d'avoir des gens étrangers à l'ENS et de vous pouvoir partir? Ça vous apporte quelque chose? Ah oui, absolument. Ça diversifie déjà les personnes qu'on rencontre à l'ENS qui sont déjà très diversifiées à la base, mais ça augmente encore les possibilités de rencontrer des horizons différents. Et ça permet aussi de se rendre compte que la recherche... Parce que nous, on est entraîné par la recherche pour la recherche. Ça, c'est vraiment très important et on se rend compte qu'elle est différente à l'étranger. Donc, c'est à ça que servent les stages aussi, à un petit peu découvrir tout ce qui est offert ailleurs. Et d'avoir des étudiants étrangers, ça permet d'échanger aussi sur des problématiques plus sociales, on va dire, de comprendre un petit peu comment ça se passe, mais dans des mesures étudiantes, c'est-à-dire un peu la vie ailleurs, la vie aux États-Unis, par exemple. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que tu dis. Quelle opportunité en fait l'ENS offre en termes de stage au cours de la scolarité? Vas-y. Ils sont très riches en fait, puisque par exemple pour les étudiants qui sont aussi élèves fonctionnaires, avec la possibilité de faire 2 années de césure, en plus de ces 4 années, dont une qui peut être faite de stage, on a donc finalement en tout 3 années qui peuvent être potentiellement des années de stage, auxquels se rajoutent les 3 stages des 3 premières années, donc licence 3, master 1, master 2. Donc finalement, ça fait une très large gamme de stages possibles. Alors l'école normale, c'est un grand centre de recherche, hein. Il y a 34 laboratoires de niveau international et effectivement, les normaliens, très vite, très tôt, vont aller faire leur premier stage de recherche dans ces laboratoires. Bien sûr, on les envoie aussi dans tout le tissu local, qui est ce qu'on appelle PSL, Paris Sciences et Lettres, notre commu, mais également au niveau Île-de-France, on a la chance d'avoir des partenaires universitaires de très haut niveau et en province également, donc, et à l'étranger, comme semestre de la 2e année. Donc ces stages en laboratoire ont un spectre extraordinairement large, tant du point de vue des contenus, mais aussi du point de vue des pays. À nouveau, en lien avec ce que j'avais dit au début, il va y avoir une incitation de plus en plus forte pour aller faire des stages également hors les murs, en entreprise, en ONG, en administration, selon effectivement le projet. L'idée, c'est que l'ENS ouvre à une très grande diversité de carrières, donc carrières académiques, mais également non académiques. Et du coup, est-ce qu'il y a un certain niveau d'anglais qui est requis pour les stages à l'étranger, par exemple? C'est en allant à l'étranger qu'on apprend l'anglais le mieux. Bien sûr.
Dans mon cas, c'était comme ça. Alors effectivement, maintenant, nous avons la chance d'avoir un département éclat qui dispense je ne sais pas combien de formations en langue étrangère, mais des langues très improbables. Et les normaliens et normaliennes ont un très gros appétit de formation en langue étrangère. On prépare également au test de Cambridge, mais effectivement, le passage à l'étranger est le meilleur moyen de devenir bilingue. Et là, j'ai une question sur Facebook de Anis qui me dit « Je suis actuellement en L3 électronique à l'étranger. Est-ce que je peux intégrer le département mathématiques à l'ENS ?» Il y a vouloir et pouvoir. Il n'y a pas d'obstruction, je pense, administrative, parce qu'elle peut toujours soit candidater sur dossier ou même le concours. Mais j'ai envie de dire quand même que en tout cas dans le département de mathématiques, celui que je connais le mieux, il vaut mieux avoir une formation solide en mathématiques. Et donc, je privilégie plutôt les L3 de mathématiques ou L3 d'électronique, même si ce n'est pas impossible, il n'y a pas d'impossibilité technique. D'accord. Et une autre sur Facebook encore, de Monsef. Donc, est-ce qu'on peut devenir ingénieur à l'ENS ? En sortant de l'ENS. En sortant de l'ENS. Oui, est-ce que c'est possible ? L'ENS formate tout. Hein. Et pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, on peut voir ça vraiment comme un passeport universitaire français à 100% et étranger dans une certaine mesure aussi, parce qu'une fois qu'on est élève à l'ENS, on a accès à tout le tissu universitaire français qui est ultra dense dans la région parisienne. Et c'est une porte d'entrée fabuleuse dans tout le système de nos universités. Et aussi, au travers des départements de recherche qu'il y a à l'ENS, il y a des collaborations internationales. Tous les chercheurs ici ont des collaborateurs à l'étranger, donc ils peuvent envoyer très facilement les élèves à l'étranger. Donc c'est vraiment un passeport très... Il n'y a pas besoin de demander des visas. Tu allais dire quelque chose du coup sur cette question ? J'allais ajouter, il y a en fait même plusieurs voies hors de l'ENS de devenir ingénieur. Donc outre les doubles diplômes dont je suis une partie avec AgroParisTech, il y a des doubles diplômes qui se créent régulièrement, enfin en trucs qui peuvent être ouverts, comme celui avec Mines ParisTech qui a ouvert ou réouvert récemment pour les élèves venant du département de géosciences au moins. Donc c'est une possibilité par cette voie-là, en utilisant les 4 années par exemple de la scolarité d'élèves normaliens. Il y a aussi le collège des ingénieurs qui est offert comme possibilité en sortie de l'ENS, qui permet sur une année de devenir ingénieur. Et puis il y a les grands corps de l'État qui permettent de devenir ingénieur par exemple du corps des mines ou du corps de l'INSEE ou des eaux et forêts pour une formation post-master qui amène à la fonction publique. Il y a cette question d'ailleurs, il y a celle de savoir si on peut suivre des doubles cursus ou des doubles diplômes, avoir des doubles diplômes à l'ENS par exemple. ENS c'est une université autre. Alors, là, il y a le double cursus dont on a fait état avec AgroParisTech. Au niveau des diplômes, pour l'instant, ça va peut-être évoluer un petit peu dans l'avenir, mais au niveau des diplômes, encore une fois, je parle des mathématiques que je connais le mieux, l'ENS, c'est en fait très peu diplômante. En fait, les L3, les M1, ça va peut-être changer, mais surtout les M2, après, ne sont pas délivrés par l'ENS. C'est vraiment une porte d'entrée dans un passeport universitaire pour aller après émerger dans les universités françaises et étrangères. Et donc le M2, par exemple, la porte d'entrée vers la thèse, n'est pas donnée par l'ENS. Dans certaines disciplines. Hein. En physique, par exemple, nous sommes porteurs d'un master de physique internationale, en biologie également, en sciences cognitives également. Donc ça varie à travers les disciplines, effectivement. J'ai une nouvelle question sur Twitter cette fois. Est-ce que les scientifiques suivent-ils vraiment des enseignements littéraires ? Oui ? Oui. oui, on peut... Alors après, moi je suis en biologie et on a une formation qui est assez particulière, assez dense. On n'a pas trop de temps pour aller faire des cours ailleurs dans des matières littéraires très poussées, mais par exemple il y a les cours de langue tout simplement, qui sont des matières littéraires enseignées par des professeurs spécialisés dans leur département, c'est l'ECLA. Et vous préparez au stage à l'étranger. On les remercie grandement pour ça d'ailleurs. Mais ils sont ouverts pour les scientifiques comme pour les littéraires, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs des endroits où on se retrouve en compagnie où c'est des classes tout à fait mixtes, sciences et lettres. C'est d'ailleurs
les seuls moments où on se rencontre au niveau scolaire, mais c'est très important. Avec les clubs aussi. Avec les clubs, ah oui, forcément. Ça c'est autre chose. On doit le mentionner, ça. Tout à fait, qui mixe les étudiants, mais c'est vraiment en dehors de la scolarité. Les clubs, si on parle un petit peu des associations étudiantes, c'est quelque chose qui est totalement indépendant du cursus scolaire, mais qui est très présent. Peut-être que tu peux en parler un petit peu en ta qualité. Bien volontiers. C'est très présent dans l'ENS, c'est-à-dire que l'école et ses étudiants proposent une grande diversité d'activités extrascolaires. Alors on a des clubs culturels, on a des clubs sportifs, ça c'est le bureau des sports qui va gérer tout ça. Des clubs culturels, ça va être géré par le comité d'organisation des fêtes, dont je suis la présidente, et aussi un petit peu chapeauté par le bureau des arts, qui est une partie du COF. Et toutes ces associations travaillent de concert pour en quelque sorte faire de l'ENS un lieu très vivant où il fait bon vivre, et je pense que c'est ce qui en ressort globalement, où l'ENS est une école très agréable, où on aime passer du temps, c'est-à-dire on aime se retrouver par exemple pour jouer aux échecs avec le club Échecs Ego. Moi j'ai fait des dégustations de vin. Tout à fait, il y a le club œnologie qui est un grand club, un club très prisé de l'ENS et qui lui va regrouper... C'est pas un cours littéraire. Non, c'est pas un cours littéraire, c'est vrai. C'est pas littéraire, mais c'est pas scientifique non plus, c'est-à-dire que ça va mixer des personnes qui sont pas là pour la scolarité, mais qui sont là pour échanger, découvrir de nouvelles choses. On a des clubs très étonnants, mais aussi très intéressants. Il y a plein de clubs de danse, par exemple, des clubs de sport divers et variés. Et ça permet vraiment une vie très agréable sur le campus de l'école, et qui permet aussi de faire découvrir la ville parisienne. Je pense au Bureau des Arts qui a des partenariats avec toutes les salles, pas toutes, pardon, d'un grand nombre de salles de théâtre dans Paris. Et ça offre vraiment une vie très agréable une fois qu'on est rentré dans l'école. Oui. Je voudrais rajouter que l'école, c'est également 4000 événements culturels, scientifiques par an. Donc l'école vit le jour, la nuit. Elle est ouverte. Il y a un théâtre également. Voilà, donc il y a matière A, il y a des nuits dédiées, sciences et lettres, etc. Donc c'est un lieu qui vit, quoi. Et j'ai une autre question ici qui m'arrive. Donc, quelle langue peut-on étudier à l'ENS? Plein. Vas-y. Mais ça va même rejoindre la question précédente, c'est que pour dire à quel point en sciences on peut quand même en biologie, suivre des cours hors du département. Au tout début de mon arrivée à l'ENS, en premier semestre de licence, je suivais 3 langues différentes. 3 langues, lesquelles? Dont allemand, anglais et russe. D'accord. Et c'était compatible avec les études, la preuve. Au second semestre 2, et un cours de musicologie au département d'histoire et théorie des arts. Et ensuite, les langues peuvent être suivies d'une autre manière qu'au département propre aux langues, qui est le département littérature et langage, qui permet d'étudier les langues sous un autre aspect, qui est l'aspect littéraire, ce que j'ai fait aussi en Master 1. Donc il y a vraiment plein de manières différentes de le faire. C'est peut-être vieux, mais à mon époque, le département ECLA disait si vous avez 7 élèves qui veulent étudier l'ukrainien ancien, eh ben on trouvera un prof d'ukrainien ancien. C'est 7, c'est ça? Bon, donc la réponse c'est on peut étudier toutes les langues. On peut étudier toutes les langues. Et dans les faits, ça va il y a l'hébreu, le bambara, l'hindi, le chinois. Beaucoup de langues différentes. Et il y a, pour les langues les plus parlées, il y a plusieurs cours différents selon les niveaux et même selon les thèmes pour l'anglais. J'ai une question qui arrive sur Facebook de Monsef. En ce qui concerne le département de mathématiques, est-ce qu'on doit avoir une orientation à l'avance, par exemple algèbre, proba, ou est-ce qu'on aura le temps de choisir? Non, tout est fait pour choisir justement. Les 2 premières années, on apprend une grande partie des mathématiques, des domaines des mathématiques, et après on peut se spécialiser, on a tout le temps de se spécialiser dans un M2, et on a même le temps, comme je le disais tout à l'heure, de faire plusieurs M2. Donc on peut repousser la spécialisation le plus tard possible. Donc il vaut mieux pas arriver spécialisé. D'accord. Est-ce que vous avez envie de parler du club œnologie? Du club œnologie? Non, en fait, il y a une autre question qui m'arrive. En ce qui concerne le département de mathématiques, c'est la même. Je peux répondre encore. Il y en a une autre. Anaëlle, sur Facebook, y a-t-il des lycées à privilégier pour avoir une plus grande chance d'intégrer l'ENS? Il y a des statistiques qui sont implacables. Il y a les grands lycées qui font rentrer plus de gens à l'ENS que les petits lycées. Mais encore une fois, quand on est bon, voilà, quand on est bon, on peut rentrer de n'importe quel lycée. Donc il y a une concentration des bons élèves dans les bons lycées, une concentration qui est opérée après la terminale. Mais
pour être tout à fait honnête, c'est vrai qu'il y a une plus grande émulation dans les grands lycées, mais on peut tout à fait rentrer à l'ENS d'un lycée de province si on a le niveau. Donc c'est vrai qu'il y a un tropisme vers Paris. Ce qui est intéressant dans les statistiques qu'on avait revues aujourd'hui même avec un journaliste d'un grand journal, on s'aperçoit que 63% des normaliens actuellement en scolarité ici à l'école ont eu un bac en province. En fait, ce sont pour 63% des provinciaux. Et effectivement, un grand nombre d'entre eux sont montés pour faire leur classe prépa à Paris. Mais quand on regarde après les notes aux examens d'entrée à l'école, eh bien, il n'y a pas de différence entre les notes aux examens d'entrée à l'ENS, que l'on vienne d'une classe prépa parisienne ou une classe prépa de province. Donc les deux types de classe prépa préparent très bien. J'ai une question de Valentin. Au-delà du prestige, en physique notamment, qu'est-ce qui distingue l'ENS de Paris des autres ENS ? Elle est à Paris. Elle est à Paris. À nouveau, il y a 34 laboratoires à l'école. L'école, c'est un grand centre de recherche, lettres et sciences. Et donc, on a des grands laboratoires historiques, un siècle, je ne dis pas de bêtises, de recherche en physique à l'ENS, qui a donné lieu à comme vous le savez, des prix Nobel, etc. Mais il n'y a pas que des Nobel, fort heureusement. Il y a aussi d'excellents chercheurs qui sont sortis et qui sont actuellement en fonction de ce département. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de prestige. Il y a un centre de recherche en physique théorique, qui a une visibilité internationale et qui est peut-être le meilleur lieu pour se former à nouveau à l'innovation par la recherche. Peut-être aussi une différence fondamentale avec les autres ENS, c'est que, ça a été rappelé, c'est que l'ENS de Paris, de la rue d'Ulm, est pluridisciplinaire. Il y a vraiment toutes les disciplines qui sont représentées. Dans les autres ENS, ce sera beaucoup plus difficile de croiser des gens du département de littérature, par exemple. Si je peux compléter. Bien sûr. Si je peux compléter, au sein de chaque département, je ne sais pas si c'est le cas aussi hors de la biologie, mais en tout cas, pour ce qui est de la biologie, il y a des différences de spécialité entre ENS qui font que le choix doit être peut-être aussi fait sur ce critère-là. Les spécialités du département de biologie de l'ENS, par exemple, entre autres, sont les neurosciences, l'écologie, la biologie cellulaire. Il y a d'autres ENS qui ont d'autres spécialités, par exemple pour la biologie végétale. Une question de Sarah maintenant. Y a-t-il un niveau minimal de notes attendues pour une admission sur dossier, en économie spécifiquement ? Je serais incapable de répondre à cette question. En économie, par exemple, peut-être que... Ou ça peut être toute une autre science aussi, ou un autre... quelle est votre expérience Moi, de ce que j'ai entendu, pour faire des dossiers, c'était pas tellement les notes, c'était aussi la motivation et surtout les recommandations des professeurs. Et le projet aussi. Le projet, tout à fait. Et c'est-à-dire que quand on envoie un dossier, on envoie une lettre de motivation, une lettre de recommandation. Où là, c'est important parce qu'en prépa, faut pas se cacher, on n'a jamais de très bonnes notes. Donc, il faut pas se dire que tiens, si j'ai pas 15 de moyenne, je pourrais pas intégrer l'ENS. D'ailleurs, c'est très rare d'avoir 15 de moyenne. Et du coup, il faut le montrer autrement, qu'on est motivé et qu'on est capable d'intégrer une telle école. C'est surtout par... Donc il y a les lettres de recommandation. Les lettres de recommandation par les professeurs qui comptent beaucoup. Votre note de motivation. La note de motivation et les appréciations en fait dans le dossier qui ne sont pas forcément toujours un reflet des notes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des notes moyennes, on va dire, et pourtant de très bonnes appréciations sur le dossier. C'est ce qui compte principalement, il me semblait. En mathématiques, il n'y a pas de niveau minimal à avoir et il n'y a pas beaucoup de dossiers en fait. En fait, les bons dossiers sont tous pris. D'accord. Une question d'Anne-Sophie sur Facebook toujours. Est-il possible d'intégrer l'ENS malgré un semestre L1 bio médiocre, problème de santé, en ayant cependant publié des articles dans le Lancet et un bac S mention très bien? Le Lancet, pardon. Alors, c'est une question un peu spéciale parce que quand on a un L1 de bio médiocre et avoir publié un article, c'est assez impressionnant quand même. Dans le Lancet, personnellement, je n'ai jamais publié d'article alors que je suis déjà en deuxième année à l'ENS. Je ne sais pas si tu as déjà publié. Voilà. Et oui, bien sûr qu'on peut intégrer l'ENS même si on a fait une L1 médiocre, surtout en plus c'est pour des problèmes de santé. Ça va pas du tout refléter la personnalité d'une personne, sa motivation et ses capacités à réussir dans l'école. Donc à mon avis, ça pose aucun souci. Même au contraire, il vaut mieux tenter quand on a déjà publié un article. Surtout que le premier semestre de L1, c'est que le premier semestre de L1 et ça laisse encore au moins 1 an et demi après pour s'améliorer. Et puis il est aussi possible d'intégrer à partir du M1 à l'ENS. Donc ça laisse même jusqu'à 2 ans et demi pour s'améliorer. Donc oui, il y a largement la possibilité. Une question de Monsef encore. Doit-on connaître le hors-programme pour intégrer en MPI ?
Alors celle-ci, elle m'est spécialement destinée, je pense, parce que j'étais un des examinateurs du concours d'entrée. La réponse est absolument non. Ce qu'il faut, je peux le dire droit dans les yeux, à quelle caméra il faut regarder, il faut que les élèves soient bons et il faut qu'ils puissent réagir aux mathématiques. Ils n'ont pas besoin, on ne cherche pas des puits de savoir, quasiment le contraire, on cherche des gens qui sont capables de raisonner sur des problèmes nouveaux et non pas de recracher automatiquement quelque chose qu'ils auraient appris par cœur. Donc non, je ne veux pas dire non plus que c'est défavorable de connaître du programme, bien entendu que non. Ça peut connaître des mathématiques aide à faire des mathématiques, mais ce n'est pas le critère qui va déterminer la note. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette deuxième partie. On va maintenant bientôt passer à la troisième partie pour aborder les débouchés de l'ENS. Qu'est-ce qu'on fait donc, après l'ENS? Merci. Merci. J'ai fait des études effectivement à l'École normale supérieure avec une formation de mathématicienne. J'ai passé la grecque de maths et en fait, je me suis rendu compte que même si j'aimais beaucoup les mathématiques et que mon premier objectif dans la vie, c'était de faire de la recherche en maths, ce n'était pas forcément effectivement le métier qui était le plus adapté. Et donc, je suis rentrée dans les télécoms et j'ai fait beaucoup de télécoms et maintenant, je m'occupe des trains. La formation par la recherche, elle a beaucoup de qualités. Elle apprend d'abord l'humilité. Je crois que c'est important, effectivement, de savoir se remettre en cause. Et quand on est chercheur, on est quand même d'abord humble face à ce qu'on essaie de chercher, si je puis dire. Et puis, quelque chose d'autre qui est la volonté de trouver des solutions. La formation par la recherche et la formation scientifique de façon générale, c'est vrai aussi pour les physiciens, pour les chimistes, permet, dans le monde du travail, d'avoir une structure qui est utile tout le temps. Les normaliens en France, bon, il y a toujours cette vision de l'école normale qui est un peu une formation assez exceptionnelle et puis des étudiants qui ont été à un moment donné un peu triés sur le volet. Donc je pense que dans l'entreprise, le cursus de normalien est apprécié. Enfin, en tout cas, on se dit qu'on est capable d'apprendre vite. C'est d'ailleurs, je pense, quelque chose qu'on garde, c'est cette capacité. Moi, je disais hier à des gens de mon équipe à lire un poli. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée à la SNCF, je me suis pris le cours de l'école des ponts sur le chemin de fer et je l'ai lu de la première à la dernière ligne. Et donc, cette capacité est tout à fait reconnue. Après, le monde dans l'entreprise, c'est à la fois des savoir-faire techniques, des capacités d'apprentissage, mais c'est aussi beaucoup des savoir-faire relationnels, la capacité de manager des équipes, de comprendre ce qui va permettre de transformer finalement une organisation. Et là, ça fait appel à un autre type, je dirais, de compétences qu'on bâtit aussi au fil du temps. La formation par les sciences, elle peut mener à énormément de choses. C'est-à-dire que cette rigueur dans le raisonnement, cette capacité à se saisir de problèmes complexes pour les traiter, ça peut servir partout, dans tout type d'activité. Donc je crois qu'il faut d'abord faire ce qu'on aime, et si on aime faire des sciences, il faut en faire, mais se dire aussi qu'un bagage scientifique permet d'attraper toutes sortes de métiers, d'avoir des parcours extrêmement différenciés. C'est aussi c'est une vraie formation par la méthode, j'allais dire. Bienvenue de nouveau avec nous pour ce web chat de l'École normale supérieure, donc concours sciences, et pour cette troisième partie où on va aborder que fait-on après l'ENS, les débouchés. J'ai un petit peu changé de place pour laisser donc de l'espace à mes nombreux invités. Et ce que je vous propose, c'est de vous présenter d'abord, brièvement. Donc Lidéric Bocquet, je suis du département de physique, chercheur au CNRS. Bonjour, Gabriel Jabikani, ancien étudiant en mathématiques. Après une thèse, j'ai rejoint l'industrie. Je travaille aujourd'hui chez Areva où je fais de la stratégie. Bonjour, Romain Gaillac. Après mes 3 années à l'ENS, j'ai fait une 4e année PSLIT. Et ensuite, maintenant, je suis actuellement en thèse en partenariat avec l'industrie, avec Air Liquide. Et je suis toujours le directeur des études sciences pour l'école. Bonjour, Guillaume Seguin. J'étais en promo 2008 au département informatique, et ensuite j'ai fait une thèse en informatique, et maintenant j'ai créé au début de l'année une start-up en vision par ordinateur.
Bonsoir, Marie-Lou Gabriel. Moi, je viens de terminer ma scolarité en physique à l'ENS et de débuter une thèse en physique au département de physique de l'ENS. Donc, Lydéric Bocquet, vous avez un parcours singulier. Vous avez une formation donc, académique, mais vous êtes cofondateur d'une start-up et vous nous revenez fraîchement des États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur justement les débouchés de l'ENS par rapport à votre parcours? Disons que après mon parcours à l'ENS, où j'ai bénéficié d'une énorme liberté, j'ai essayé de poursuivre en fait en gardant cette liberté dans tout mon parcours. C'est-à-dire que j'ai suivi un parcours académique, chercheur au CNRS, etc. Mais déjà beaucoup voyagé, passé aux États-Unis finalement, comme vous dites, au MIT, après d'autres années à Munich, donc énormément de voyages. Aussi dans mes thématiques, où j'ai des thématiques de recherche autour de la physique, des fluides aux toutes petites échelles moléculaires, mais à la fois aussi des sujets beaucoup plus iconoclastes, comme en ce moment on a une collaboration avec Martin Fourcade sur le frottement du ski. Donc. Et effectivement, cette liberté à la fin d'avoir aussi, de pouvoir créer des startups sur nos recherches. Et ça, c'est vraiment un spectre finalement qui est offert, qui est un peu lié à cette scolarité à l'ENS. D'accord. On peut peut-être du coup rebondir là-dessus en vous demandant en fait s'il existe des connexions entre l'école et le monde des startups. Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre? Je dirais que en fait, l'école, elle a tous les ingrédients pour être une source de start-up absolument considérable. C'est un peu l'école normale, c'est un peu comme le Harvard aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est des esprits très libres qui ont des idées un peu qui sortent du cadre. Et donc, justement, on n'a pas besoin forcément pour créer une start-up d'avoir une idée qui est dans le moule, telle que souvent développée dans la scolarité d'autres écoles. Mais là, on cherche des idées un peu hors du cadre. Et donc, au contraire, donc justement, même des gens qui font des études très académiques et une formation par la recherche propose justement de sortir du cadre. Et donc, c'est ça qui est absolument important ici. Et il y en a beaucoup, en fait, de plus en plus. En tant que directeur du master de physique, on incite beaucoup les étudiants à justement aller vers les start-up, l'industrie, etc. Quelle est votre expérience ? Tout à fait d'accord. L'ENS, par la formation et l'incitation ensuite à faire une thèse, nous offre une formation qui est extrêmement poussée sur la science, mais qui nous permet d'avoir vraiment un aperçu très très global de ce qu'on peut faire. Et dans la thèse, on est déjà quasiment libre, en fait, on a notre projet. Et ensuite, après, une idée vient et on se lance pour monter une start-up et sans aucune résistance derrière du système. Oui, donc peut-être que Lydéric Bocquet a évoqué, mais qu'on pourrait même encore plus sur lequel on pourrait développer, c'est vraiment le nombre de startups qui viennent des recherches fondamentales des gens à l'ENS et en particulier au département de physique, des gens qui développent des techniques de séquençage de l'ADN, picosec, des gens qui développent des techniques pour faire des calculs qui normalement sont faits numériquement, optiquement, etc. Et donc tout ça, c'est vraiment de la recherche fondamentale qui pourrait donner lieu à des avancées technologiques vraiment significatives pour l'industrie. Donc, je vous rappelle juste une petite chose, c'est que vous pouvez bien sûr poser vos questions sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram et que mes invités vont pouvoir vous répondre en direct. Je voulais réagir par rapport à ce sujet, au-delà de effectivement la culture de la formation par la recherche qui nous incite à finalement aller vers de l'innovation. Maintenant, avec le cadre de Paris Sciences et Lettres avec PSL, il y a cette 4e année de formation que j'ai moi-même suivie, qui s'appelle ITI, pour Institut de Technologie et d'Innovation, qui est vraiment tourné vers l'innovation, vers l'entrepreneuriat. Et je pense que ça peut donner un cadre à des gens qui ont des bonnes idées, sont des bons scientifiques, s'ils sentent qu'ils ont une idée qui peut se transformer, qui peut se valoriser. En passant par IT, ça peut les amener à le faire plus facilement aussi. Et sur ta réaction, il y a une question qui m'arrive de Twitter sur donc est-ce que l'école dispose d'un réseau d'anciens hors des professions académiques? Oui, alors tout à fait. En fait, à ce propos, je vais à un afterwork de l'ENS juste après, donc comme quoi il est même très actif ce réseau. Et d'ailleurs, depuis les années 90, je pense, il y a un club des normaliens dans l'entreprise qui s'est créé en partenariat avec la ULM, avec l'association des anciens. Donc il y a vraiment des normaliens qui sont en entreprise, qui sont dans les administrations. Bien sûr, la formation nous amène quand même à aller vers la formation académique nous amène à aller vers un domaine académique, mais je pense que ça nous donne aussi des grandes forces dans des milieux où on ne nous attend pas toujours. Si je peux compléter un peu, j'ai le plaisir de ne plus faire de recherche et d'être un peu devenu
un électron libre et de faire partie de ces professions ni académiques ni technologiques aujourd'hui. Effectivement, l'association des normaliens dans l'entreprise existe et fait du beau travail. L'association des anciens élèves, plus généralement, fait du beau travail. Ces réseaux existent. Ils sont un peu différents des réseaux qui existent d'autres écoles dont on a tous les noms en tête, et notamment les grandes écoles d'ingénieurs françaises, au sens où c'est un réseau qui est très ouvert et qui se veut ouvert, y compris vers les anciens élèves d'autres écoles. C'est pas un club fermé, c'est un certain carnet d'adresses où on va trouver plein de contacts, et la diversité des anciens élèves elle est extrêmement riche hors du domaine académique. On trouvera toujours quelqu'un à poser une question, à qui poser une question, et on aura des réponses avec une très grande bienveillance. Pour autant, c'est pas une source de passe-droit. Et cette liberté dont on parle depuis le début du forum, qu'on a au sein de l'école, dans la formation, on la retrouve vraiment dans cet état d'esprit chez tous les gens qu'on peut rencontrer, anciens élèves, des années et parfois des décennies après le passage à l'école. Pardon, tu veux réagir? Juste réagir, oui. Donc moi, lors de ma scolarité, j'ai souhaité faire pendant une année de césure un stage donc, dans le secteur privé. Et du coup, j'ai été amenée à contacter des normaliens qui étaient dans des grandes entreprises, dans des startups ou dans des administrations. Et dans tous les cas, il était très aisé d'avoir des retours d'expérience et même toutes les informations nécessaires pour aider une candidature, donc sans passe-droit, mais pour vraiment nous donner cette culture. Et donc c'est un réseau qui n'est pas le plus grand, mais qui est un des plus solidaires, je pense, et vraiment un des plus efficaces. Juste une petite question avant de passer à celle que je viens de recevoir. Comment on a accès du coup à ce réseau? Est-ce qu'il y a un livre qui est publié? Alors bien sûr, il y a un annuaire des anciens avec des adresses mail, des numéros de téléphone. Et maintenant, il y a aussi des réseaux sociaux, donc LinkedIn, etc. Et en tout cas, mon expérience personnelle a été beaucoup de réponses, toujours dans des brefs délais et beaucoup d'aide. Donc par ces anciens normaliens. Donc j'ai une nouvelle question qui m'arrive. Comment concilier engagement décennal et profession non académique? Alors, comme disait un de nos collègues, l'engagement décennal est probablement un non-problème. Si les 2 tiers des normaliens vont réaliser à l'issue de leur diplôme de niveau master une thèse, un doctorat, ça fait 3 ans. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre bout à bout 4 plus 3 cette année. Ils doivent donc, on le rappelle, l'engagement décennal, 10 ans à l'État lorsqu'ils sont élèves, fonctionnaires, stagiaires. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 3 années. Quand on se destine à l'enseignement supérieur et à la recherche, de nécessité, on va aller faire ce qu'on appelle un postdoctorat, généralement à l'étranger, et un postdoctorat en sciences, c'est 1, 2, 3 ans. Donc on appure ainsi la totalité de l'engagement décennal, sachant que il y a une très très grande flexibilité dans dans l'interprétation de ces expériences. La thèse peut être réalisée en entreprise, ça peut être une thèse CIFRE, le postdoctorat peut être réalisé en entreprise ou à interface d'entreprise également, en France ou à l'étranger. Donc voilà, c'est en ce sens que mon collègue monsieur Ben Sahel, dit souvent que l'engagement décennal est un non-problème. Et par rapport à cette thèse, par exemple, est-ce que ça peut être avec d'autres établissements, des thèses avec l'ENS ou... Oui, bien sûr, on n'est pas conditionné à rester à l'ENS. En fait, il y a des excellents laboratoires et c'est pour la raison pour laquelle de nombreuses personnes, de nombreux physiciens, par exemple, restent faire leur thèse à l'ENS. Mais moi, en chimie, j'ai traversé la rue, je suis allé à Chimie ParisTech en face, mais j'aurais pu aller dans une autre école. L'important, c'est de trouver un directeur de thèse sur un sujet qui nous plaît et même un partenariat, si on le souhaite, par exemple dans mon cas, un partenariat industriel avec une thèse CIF, comme le disait Christian Lorenzi, ce qui rentre effectivement dans l'engagement décennal. Je voulais rebondir aussi sur le fait que si par exemple à l'issue de ma thèse je pars effectivement dans le privé pour travailler dans une entreprise privée, de façon tout à fait logique, il y a une règle de remboursement, mais ça se fait facilement en fait, comme ça se faisait pour les polytechniciens il y a 15 ans et comme ça va se refaire de nouveau. On a 2 fois la durée des émoluments perçus pour rembourser l'engagement décennal. C'est tout à fait compatible avec le fait de partir dans l'industrie ou dans le secteur privé. J'ai une question qui m'arrive de Facebook, Larissa, qui me dit « Je voudrais savoir s'il y a déjà eu des candidats libres qui ont réussi le concours, notamment pour la voie BCPST. »
J'imagine que c'est des candidats qui ne sont pas en CPGE ou qui passent le concours hors classe prépa. On s'écarte un tout petit peu du thème de cette troisième phase. Alors évidemment, j'ai pas plus accès que M. Lorenzi aux statistiques. Pour autant, je pense qu'il faut dire que les concours en général, et celui-ci comme les autres, se préparent. Et que c'est jamais évident d'arriver en candidat libre. Juste pour clore cette question, moi j'ai connaissance de quelqu'un qui était tellement bon qui a passé le concours en première année, alors que normalement on passe en deuxième année, et qui l'a eu. Donc c'était pas vraiment un candidat libre, mais c'était un candidat extraordinaire. Une question de Hamza sur Facebook. Donc quelles sont les formations disponibles dans le domaine de littérature et sciences du langage à l'ENS? Pour la littérature, j'aurais du mal à en parler, mais donc nous avons un département LILA, littérature et langue, donc, qui est un grand département fondateur de l'école. Et en sciences du langage, en linguistique, nous avons effectivement, nous formons en linguistique théorique et formelle au sein du master de sciences cognitives, par exemple, mais également au sein d'autres masters. Donc effectivement, on peut recevoir une formation de linguistique de très haut niveau, par exemple linguistique analytique, philo-analytique et de linguistique théorique et formelle à l'école. Moi, j'ai une question sur les opportunités que l'ENS offre, en fait, par exemple, pour passer l'agrégation en sciences, du coup. Quasiment chaque département, enfin en tout cas pour ce que j'en sais en chimie et en physique, propose une préparation à l'agrégation qui est tout à fait excellente, enfin si on en croit les statistiques de résultats. Par exemple en chimie, il y a environ, on est une vingtaine au département de chimie habituellement, et il y a à peu près 12 places, donc c'est tout à fait suffisant en général pour les gens qui souhaitent enseigner pour passer l'agrégation. Alors, j'ai une question sur Facebook de Tommy. Quelles sont les possibilités de départ à l'étranger après l'ENS? Donc, sur les débouchés à l'étranger. J'ai plusieurs de mes camarades de promotion qui sont partis faire leur thèse à l'étranger, l'un à New York, l'autre au Japon. Et ça s'est très bien passé. Enfin, ça rentre parfaitement dans l'engagement décennal. C'était tout à fait sympathique. Et d'autres aussi en Australie, je crois. Et plusieurs prennent leur premier poste à l'étranger en passant. Je pense qu'on peut dire que dans le domaine de la recherche comme hors de la recherche, les possibilités, elles sont infinies. L'école normale, dans les milieux académiques, ou en tout cas proche des milieux académiques, est très connue en sciences. Elle est connue et reconnue. Et, à l'étranger aussi, c'est-à-dire qu'il y a également à l'étranger. Et cette valeur d'esprit créatif formé par la recherche au cours du cursus à l'école est parfaitement connue et très appréciée à l'étranger. Juste un tout petit point, c'est pour dire que souvent, enfin, dans les entreprises à l'étranger, ce qui est reconnu, c'est le PhD en fait aussi, et donc et pas forcément un diplôme d'ingénieur. Et donc et ça, faire un PhD, c'est vraiment en gros une des voies royales qu'on peut suivre à l'ENS, quoi qu'on fasse derrière. Le PhD, c'est l'équivalent de la thèse. Sur la créativité, juste un point de réflexion, c'est j'ai écouté la conférence d'un de nos professeurs d'économie de l'école normale, M. Cohen, qui révélait le fait que dès qu'une action se répète, elle est susceptible d'être informatisée, ce qui veut dire que des pans entiers, malheureusement, de l'emploi tertiaire sont en train de disparaître dans plein de domaines, même ceux qu'on n'aurait pas imaginés, et que de facto, si on veut s'assurer, je pense, à 30 ans d'être encore employable, il faut aller plutôt dans des métiers qui sont créatifs, proches des domaines de l'innovation, et la meilleure formation à l'innovation, à la créativité, c'est la formation par la recherche. Donc c'est en ce sens que je pense que c'est un très très bon investissement sur l'avenir, à 20, 30 ans, que de choisir une formation par la recherche si on veut être sûr d'éviter ce qui est en train d'arriver, qui nous vient des États-Unis. Question de Monsef sur Facebook. Est-ce que les élèves étrangers entrés sur concours reçoivent une bourse pour finir leurs études à l'étranger? C'est une question un peu étonnante, mais reçoivent une bourse. Peut-être il y a deux sous-questions. La première sous-question, c'était est-ce que les élèves étrangers entrés au concours reçoivent une bourse? C'est tout à fait le cas.
Enfin, moi, la sélection internationale, voilà, ils ont une bourse qui est conséquente, plus la possibilité d'un logement sur Paris. Après, pour finir les études à l'étranger, là la question est peut-être un peu ambiguë. C'est-à-dire, s'ils font un stage dans le cadre de leur formation à l'étranger, ils seront payés dans le cadre de leur scolarité. Si après l'ENS, là, on rentre dans des offres de financement différentes, mais ça, il n'y a aucun souci de ce point de vue. Et par rapport aux débouchés, par exemple, quelles sont les possibles voies majeures? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, si vous êtes encore en scolarité ou... Alors, j'évoquais tout à l'heure que j'avais voulu avoir une expérience dans le secteur privé lors de ma scolarité, parce que, bon, bien sûr, je pourrais vous parler de la débouchée académique, mais ça, c'est assez évident. Peut-être ça, c'est moins évident. Et bien, donc, j'ai fait un stage dans un grand cabinet de conseil en stratégie, donc international, le Boston Consulting Group. Et donc c'est une entreprise qui avait déjà un certain nombre de normaliens embauchés, des gens qui viennent des départements scientifiques, mais aussi des gens qui viennent des départements littéraires. Et c'est un type d'emploi pour lequel il n'y a vraiment pas de préparation. Donc qu'on sorte d'une grande école Intel, d'une grande université Intel, on est un peu équivalent. Et là encore, les normaliens s'intègrent très bien. Et je dirais même que c'est une force d'avoir ce profil un peu atypique pour ce genre d'entreprise qui aime l'esprit créatif. Donc c'était tout à fait possible de continuer juste après ma sortie d'école et d'intégrer cette entreprise de manière permanente. Juste avant l'intervention suivante, je vais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux et qu'ils sont là pour répondre en direct à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook, Twitter ou Instagram et on les prendra bien évidemment en compte. Tu voulais dire quelque chose ? Je pense que l'exemple d'un stage au BCG est un bon exemple. On parlait tout à l'heure d'esprit créatif, d'emplois répétitifs qui disparaissent. Le monde qui se construit est friand de gens qui savent réfléchir et qui savent réfléchir différemment. Les normaliens, aujourd'hui, présentent un profil de gens qui savent réfléchir différemment. Effectivement, on parle toujours de gens de profils un peu atypiques. Ils n'ont jamais tout à fait le même parcours. Moi, aujourd'hui, quand je travaille avec des gens qui, pour la plupart, sortent de grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, sont pour un très grand nombre passés dans ces grands cabinets de conseil comme le BCG ou McKinsey ou d'autres. C'est pas mon cas. Et si ça donne un profil où on a des gens qui nous regardent toujours un peu étrangement en disant mais est-ce que je fais pas un peu un pari en l'embauchant, il y a cette richesse et ce petit décalage, tout en ayant un gage de tête bien faite, on va dire, a énormément de valeur aujourd'hui pour les entreprises. Bien sûr. Juste ajouter un point sur parce que finalement on a beaucoup parlé des carrières autres que académiques, parce que je pense que c'est ce qui est le moins connu en fait à l'ENS comme débouché. Mais en fait les carrières académiques, je voulais aussi juste dire un point, c'est que à l'ENS il y a beaucoup de carrières de normaliens qu'on retrouve dans la recherche. Une des raisons, c'est que effectivement souvent ils sont très bons et créatifs, et que finalement on entend souvent dire que c'est difficile de rentrer dans la recherche. D'une part, il y a des postes en France qui restent, contrairement à d'autres endroits dans le monde. Et d'autre part, les normaliens justement, ont cette possibilité, ils savent réussir des concours qui sont parfois difficiles, mais en fait, ils ont des parcours suffisamment atypiques pour pouvoir être parmi les premiers dans ces concours. Donc en fait, il y a une très bonne réussite au concours. Donc il ne faut jamais oublier ça non plus. Et ce qui est intéressant, important, c'est qu'il y a une très grande circulation sur les postes académiques, entre les postes, ce qu'on appelle d'enseignants-chercheurs, maître de conf-prof, et les postes de chercheurs strictement, au sens chargé de recherche ou directeur de recherche, dans les EPST, le CNRS, l'INRIA, l'INSERM, etc. Donc aujourd'hui, cette séparation est en train d'éclater. On voit beaucoup de personnes passer de l'université au CNRS ou du CNRS à l'université, et en bougeant à travers les postes. Et puis même faire des passages à l'étranger. J'ai parlé de premier poste à l'étranger. Souvent, c'est un moyen après de préparer un retour sur un poste de prof. Et c'est toujours des carrières brillantes, bien sûr. Compléter le tableau, je pense qu'il faut rappeler, c'est peut-être une évidence, mais qu'il y a un certain nombre de normaliens qui deviennent enseignants, y compris dans le secondaire et en classe préparatoire, avec des très très belles carrières d'enseignants vraiment passionnés et qui eux aussi ont été formés par la recherche, avec ou sans thèse. Une autre question qui arrive, c'est: y a-t-il beaucoup de normaliens dans le secteur du journalisme?
et de la médiation scientifique? Ça, c'est du côté des lettres. La réponse est pour l'école lettres. Effectivement, l'école lettres forme au métier de l'édition et du journalisme. Il y a beaucoup de débouchés de ce côté-là. C'est peut-être, Oriane, vous qui êtes la plus à même de répondre à cette question, car malheureusement... Pour le journalisme, oui, on peut faire des stages. Il y a d'ailleurs des stages à France Culture qui se font, et il y a tous les ans, plusieurs fois par an, des normaliens qui sont à France Culture et qui font ces stages-là. Ça, c'est vraiment des super opportunités parce que ça permet de nourrir un réseau, d'appréhender ce métier de journalisme ou de journaliste. Et c'est une vraie opportunité. Nouvelle question. Les prix Nobel, ça vous inspire quoi? Quelqu'un veut être prix Nobel ici? C'est énormément de respect. Évidemment, c'est une sorte de rêve. C'est-à-dire une sorte de rêve à atteindre, mais qui est souvent, évidemment, la plupart du temps impossible à atteindre, mais c'est toujours bien de rêver. Enfin, ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est souvent des personnes, des chercheurs qui ont pris des énormes risques à un moment donné. Ils se sont dit, tiens, je vais me lancer dans une activité que personne d'autre ne sait faire et que peut-être dans 10 ans, j'aurai une réponse. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans un canal. Et voilà, ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut au moins, même si on n'y arrive pas, au moins on essaye d'aller dans cette voie et de prendre des risques. En fait, c'est ça qui est le plus intéressant. Je vous renvoie à l'article qui est sorti dans la revue Nature il y a 2 mois et qui montre que l'École normale supérieure Ulm est en première position comme fabrique de prix Nobel à l'international. Elle n'est pas numéro 2, elle n'est pas numéro 3, elle est numéro 1, tout simplement. Avez-vous des exemples concrets de start-up portées par des normaliens? Oui. Oui, tout à fait. Ma société, donc, pour rappel, j'ai fait une thèse en vision par ordinateur et apprentissage dans le laboratoire d'informatique de l'ENS. Et vers la fin de ma thèse, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une super idée. En gros, l'idée était de vouloir trier les photos des gens automatiquement pour eux. Donc, au lieu de perdre des heures à rester dans son ordi à scruter sa collection de photos, la filer à un service informatique qui va la trier automatiquement et pouvoir aller vers l'usage. Et donc on a monté cette société depuis à peu près 1 an et demi. Et maintenant on emploie 7 personnes. On a incubé, l'environnement est très favorable, l'écosystème est très favorable sur Paris. On a incubé à Goranov, qui est un incubateur qui est lié à l'ENS et à l'INRIA par exemple. Voilà, et tout se passe très bien. On est en voie de commercialisation. Félicitations. Je rebondis là-dessus parce que je vais citer un exemple que beaucoup de gens connaissent, Blablacar. Frédéric Mazella, il est normalien. Voilà, donc c'est vraiment, il y a des startups, il y en a un certain nombre, et il y a même des très grands succès qui sortent de l'ENS. Juste pour finir, moi dans mon cas, en fait, je porte pas la startup, mais je suis cofondateur. Et finalement, la startup est portée par quelqu'un d'autre. C'est autour des problématiques d'énergie, c'est-à-dire des nouveaux matériaux pour faire de l'électricité à partir de différences de salinité. Et donc effectivement, dans ce cas-là, ça montre aussi qu'on peut rester dans l'académique et en même temps avoir une activité hors, dans un secteur plus intéressant, très différent de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Par rapport aux débouchés et aux débouchés, on va dire concrets, l'aspect concret en fait du débouché et notamment le salaire. Quel est le salaire moyen à peu près en sortant de l'ENS? Combien on peut espérer gagner? J'imagine que ce sera un salaire de thèse, donc de l'ordre de 1 300 € net par mois pour les bourses standards. Mais donc ça c'est si on fait voilà, une thèse. donc effectivement, comme beaucoup de gens à la sortie de l'ENS font une thèse, il est un peu biaisé de prendre le salaire juste à 6 mois par exemple, où c'est un petit peu plus intéressant de regarder ce que sont devenus les normaliens. Il y a une étude qui avait été faite il y a un certain temps déjà, mais sur les promotions des années 90, donc ça ne nous donne pas forcément une bonne idée. Mais si on veut bien se représenter, concrètement, un normalien qui a fait une thèse, qui est un normalien scientifique, qui va ensuite dans le privé, les grilles de salaire, c'est en fait, on se retrouve avec ce qui est appelé les catégories de rang A, donc l'école polytechnique notamment, pour les grandes entreprises et pour les startups, en fait, soit déjà on peut les fonder, soit quand on y est embauché, l'esprit créatif étant très reconnu et le mérite du travail également, comme c'est des qualités qu'on nous encourage à développer à l'ENS, on n'a en général pas de problème avec le salaire. Bon, ça c'est effectivement la grille de salaire de la fonction publique, la grille de salaire dans l'université est beaucoup plus modeste en France, mais ça, comme je le disais encore aujourd'hui à un élève, c'est un choix
Je m'en plains parfois, oui, j'aimerais gagner 3 fois mon salaire en tant que professeur, mais c'est mon problème au sens où si je veux gagner 3 fois mon salaire, ben, je prends un job en Grande-Bretagne, en Allemagne, et on y va. Donc c'est une question de choix. Donc la raison après, c'est pourquoi rester ici. Ça, ce sont des questions plutôt, c'est une question d'équation personnelle. Certes, le salaire français universitaire est maigre, mais ce qu'on paye à travers ce salaire maigre, c'est la liberté, une énorme liberté de manœuvre au quotidien sur les thèmes de recherche, sur l'activité scientifique. Et ça n'a pas de prix, ça n'a aucun prix. Je m'en dis juste un tout petit oui, peu pour bien dire sûr. les salaires sont maigres, mais c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Je veux dire, il faut relativiser. Et d'autant que, en fait, par exemple, maintenant, il y a les projets européens auxquels on peut postuler. Si on réussit un projet européen, on peut avoir des compléments de salaire associés à ces... Donc voilà, il y a toute une certaine zoologie de compléments qui est possible. Complètement. Hein. Un salaire de rang A est un salaire tout à fait décent. Si vous êtes professeur ou directeur de recherche au CNRS, il n'y a pas à pleurer. Une autre question sur quelque chose de très spécifique. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces médecins qui sortent de la filière médecine-sciences de l'ENS ? Alors effectivement, le nombre de postes augmente. Nous avons cette année, comme je l'ai dit, dans un premier volet, nous offrons 10 postes. Et nous avons transformé ces postes en postes de normaliens étudiants boursiers. Donc pour des étudiants qui sont inscrits dans la filière médecine-sciences, le statut d'élève fonctionnaire stagiaire n'est pas vraiment déterminant, important. C'est plutôt la formation scientifique qui va les amener à une thèse de sciences et à des métiers de PUPH généralement, c'est-à-dire pilotage de service et avec un pied dans un laboratoire ou la direction d'un laboratoire. Donc ça, c'est des carrières par excellence pour devenir PUPH à la PHP, dans des grands instituts hospitalo-universitaires. Est-ce que vous en connaissez, vous, des médecins qui font cette filière à l'ENS ? Oui. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de postes ouverts tous les ans, mais ça existe. Je voulais rebondir parce que le mot médecine m'a fait penser. En fait, quand on a fait l'ENS également, on peut choisir de se réorienter vers la médecine. C'est assez rare. Il se trouve que c'est arrivé 2 fois en chimie mon année. Mais voilà, on peut tout à fait repartir sur un cursus de médecine, même si ce n'est pas effectivement la voie classique. Une autre question encore. Est-il possible de rejoindre des cursus politiques, par exemple l'ENA, Sciences Po, en venant des filières scientifiques ? Très précis. Oui ? Alors, déjà, il y a les grands corps de la fonction publique qui ne sont ni l'ENA ni la science politique, mais qui permettent d'intégrer les grands corps de l'administration française et qui sont donc ouverts aux scientifiques. Donc, c'est très peu de postes par an, il ne faut pas se mentir. Et c'est donc commun à toutes les écoles normales. Mais par ailleurs, moi, je connais un cas d'un normalien chimiste qui s'est toutefois réorienté en cours de scolarité à l'ENS vers l'économie et qui a intégré l'ENA et qui maintenant travaille au ministère du Budget. Donc, si vous êtes par exemple un brillant élève de classe préparatoire scientifique mais que vous ne vous plaisez pas trop, venez faire de l'économie à l'ENS, la prépéna, et voilà, c'est une possibilité. Et pour les non-scientifiques, du coup, peut-être ou en général le micro par contre. C'était pour les non-scientifiques, il y a des exemples très célèbres qui sont passés récemment à la télé, Bruno Le Maire et Alain Juppé. Voilà. On les aime pas, mais la politique, après l'ENS, c'est possible. Autre question, est-ce qu'il y a des filières dans lesquelles les normaliens sont plus particulièrement reconnus ? En tout cas, il y a des filières où ils sont très reconnus. C'est le cas, on va parler de sciences, mais c'est le cas des mathématiques. Bien sûr, c'est le cas de la physique et de la chimie, avec cette particularité que ça recouvre souvent de nombreux sous-domaines. C'est rarement cantonné à une spécialité précise. En mathématiques, il n'y a pas de branche non représentée des mathématiques. À l'ENS, c'est-à-dire que toutes les branches sont... À l'ENS, toutes les branches sont enseignées. Et l'ENS irrigue le tissu de recherche français dans tous les domaines. Et alors là, je me tourne vers mes collègues, mais je pense que c'est assez vrai dans la plupart des disciplines. Oui, par exemple, dans le domaine de la chimie, on est très reconnu pour avoir finalement une grande culture scientifique dans des domaines connexes, dont la physique, les mathématiques, parce que
effectivement, ici, on est incité. Moi, j'ai moi-même suivi des cours de physique, j'ai une mineure de physique, j'ai aussi suivi des cours de mathématiques. Et quand vous faites avec des médailles Fields, avec des prix Nobel, ça incite aussi beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir des parcours atypiques, etc. Quand on se retrouve en fait à travailler avec des gens qui n'ont pas fait l'ENS, comment se font ce rapport en fait professionnel qu'on a? Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on tire aussi de... En général, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je voulais revenir sur l'enseignement parce qu'on parle beaucoup de formation par la recherche. Beaucoup de gens qui, notamment dans les cursus de thèse, donc qui sont en fin de scolarité ou juste à l'issue de la scolarité, pendant leur thèse enseignent. Il ne faut pas sous-estimer la valeur que ça donne à quelqu'un plus tard, que ce soit dans les cursus académiques ou pour aller fonder des startups, faire de l'innovation ou quitter les métiers scientifiques et techniques pour aller faire complètement autre chose. La valeur d'un esprit formé à la pédagogie. Et ça se voit vraiment tous les jours dans la manière de travailler avec quelqu'un. Quand on apprend à enseigner, on apprend que tout n'est pas facile de la même manière pour tout le monde et que tous les esprits ne sont pas câblés pareil. Et on apprend à prendre le temps, on apprend à expliquer, on apprend à répéter, on apprend à se remettre en cause aussi parce qu'on n'a pas toujours la voie parfaite. Et puis tout simplement, quand on fait de la recherche, on se rend compte qu'on n'a pas toujours raison. Et ça, c'est important. Une question de Juliette sur Facebook. D'après votre expérience, quel est le rapport du chercheur à la société? Qu'en est-il de son potentiel d'influence dans les années à venir? Je peux peut-être essayer au moins un début de réponse, même si c'est une question extrêmement pertinente. On voit bien que la société devient de plus en plus complexe et qu'on a besoin un peu de rationalisation. Et je trouve que les chercheurs peuvent apporter ça. Peut-être qu'il y a eu un moment où il y avait un côté des chercheurs dans la tour d'ivoire qui était peut-être moins dans la société, mais je pense que ça, c'est vraiment un état d'esprit qui est en train de changer radicalement. On le voit avec les startups, mais on le voit aussi, il y a des exemples célèbres comme Thomas Piketty, qui est issu des maths, qui est en économie. Alors après, c'est toujours pareil, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais moi, c'est quelqu'un qui donne de l'activité et qui donne à penser. Et Daniel Cohen, la même chose. C'est des gens qui interviennent dans la société et qui apportent des points de vue différents. Et donc, je pense que ça, c'est général et que même dans les laboratoires de physique, de chimie, on est conscient de ça et qu'on cherche à s'investir dans la société. Une question de Lola sur Twitter. Comment est conçu le lien entre secteur privé et public, notamment pour les personnes non séduites par l'enseignement? Donc le lien entre secteur privé et public. Je ne sais pas comment interpréter ça, mais à nouveau, l'école ne destine pas uniquement au métier de l'enseignement. Là, il semble qu'il y ait une simplification abusive. L'enseignement, la recherche, l'innovation, etc. Pour se résumer tout ce qui vient de se dire. Après, comme dans tout établissement d'enseignement supérieur de recherche, nous avons une personne dédiée, des ressources dédiées pour l'aide à l'insertion professionnelle. Une personne qui va vous aider à faire un bilan de compétences, à préparer votre CV et amener votre CV sur le bureau d'un responsable des RH, de grands groupes, etc. Vous aider à la bascule vers l'entreprise si c'est votre vœu. C'est simplement une question de choix. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut éventuellement, on n'a pas parlé des aspects très concrets, mais en fait, déjà quand on est normalien, on a une 4e année. Donc si vraiment on a peur de ne pas avoir les codes du business, de ne pas avoir les codes de l'entreprise, il est tout à fait possible de faire des formations comme le Collège des ingénieurs qui est une formation MBA. Il est tout à fait possible de faire des formations qui mènent vers l'innovation, vers l'entrepreneuriat comme PSLIT que je décrivais tout à l'heure. Et même on peut faire 2 années de césure. Donc de même, comme l'a fait Marie-Lou, on peut aller faire un stage dans le secteur privé. Donc, le lien, on peut maintenant être beaucoup mieux accompagné qu'à l'époque, qu'avant. Mais de toute façon, il est possible parce que le réseau existe et parce que tant qu'on a la volonté, on peut mobiliser ce réseau. On n'a
pas parlé, mais c'est pas le seul lieu, hein, mais à l'école, il y a un dispositif de tutorat qui se décline en fait à 3 niveaux. Il y a le tuteur qu'on vous affecte en début de scolarité, le directeur des études de département qui a une connaissance plus institutionnelle du fonctionnement de l'école, puis après il y a le directeur des études sciences ou lettres qui vous reçoit quand vous le voulez pour discuter effectivement d'un changement de route. Moi, ce matin, donc, je discutais avec 2 élèves qui ont décidé que finalement, ils n'iraient pas vers la recherche et ils iraient vers l'industrie. Et on a commencé par faire un petit point, on a échangé d'expériences et puis effectivement, on a commencé à construire un projet autour de stages qui vont être réalisés en entreprise, à l'étranger, etc. pour se préparer pour certains concours. Donc, on ne vous lâche pas, vous êtes quand même, non pas pris par la main, mais on écoute vraiment les doutes, les hésitations, comme ça a été dit par un de nos collègues, et on vous aide à trouver votre voie. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 4 ans quand même, hein, entre le point d'entrée et le point de sortie. Justement, en parlant du point de sortie, ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous conseillez à tous de faire l'ENS? Oui. Absolument, oui. Au moins à tous ceux qui aiment réfléchir et se poser des questions. Oui, donc je pense quand même qu'il faut rappeler que c'est une formation scientifique très poussée. Donc voilà, si vous aimez ça, ce sera la meilleure chose que vous pouvez faire. Et ce sera sans vous boucher des portes. C'est pas parce qu'on est jeune et on a commencé des études très compliquées et qu'on a envie de pousser ça jusqu'au bout qu'on sera enfermé en allant à l'ENS. Au contraire, on optimise tout ce potentiel en s'ouvrant toutes les portes. Donc si vous aimez la science. Donc déposez vos dossiers, passez les concours. Je vous remercie d'avoir assisté à ce web chat. Je remercie tous mes invités d'avoir été là. Donc, nous vous convions aux portes ouvertes de l'école qui auront lieu fin février, ici même. Ce sera l'occasion de franchir les grilles et de visiter les lieux et de discuter avec des enseignants-chercheurs de tout azimut. Et merci également à la bibliothèque de mathématiques dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui de nous accueillir ce soir. Merci.